L'exemple que je prends toujours parce qu'il est vachement facile à comprendre, c'est la gravitation. Sur Terre, là, si je fais tomber ce micro et donc que je me prends un savon par l'équipe technique, j'ai besoin juste de Newton pour expliquer comment il va se casser la figure. Par contre, si je commence à prendre en compte les galaxies, etc., les mouvements des étoiles et tout, j'ai besoin de la relativité d'Einstein. Ça ne veut absolument pas dire que Newton est faux, que le modèle de Newton est faux. Ça veut juste dire que le domaine de validité de Newton, c'est en gros la planète. Au-delà, je me plante. Donc, un modèle, c'est ça, c'est quelque chose qui décrit un système dans un certain domaine de validité. Et le modèle standard, c'est ça. Des défauts, il en a, et on les connaît. En particulier à très haute énergie, il est censé se casser la figure. Alors, aux grandes dames des physiciens, cette masse-là de bosons de Higgs stabilise le modèle standard jusqu'à des énergies colossalement élevées. Presque les énergies de Planck, si ça dit quelque chose à quelqu'un. En gros, les énergies les plus énormes qu'on puisse imaginer dans l'univers. Donc, il y a une catégorie de théoriciens qui dit effectivement que ouais, c'est bon, on peut aller se reposer, on a tout compris. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait vrai pour plein de raisons sur lesquelles je reviendrai après. Mais de toute façon, ce modèle, il a un domaine de validité. Donc nous, ce qu'on continue à faire, c'est monter en énergie. Donc construire des accélérateurs toujours plus grands pour aller étudier des énergies encore plus poussées. D'autre part, le boson de Higgs, alors c'est un boson de Higgs, on en est de plus en plus sûr, parce que je ne vous ai pas tout présenté, mais des propriétés, on les connaît de plus en plus. La question qui demeure, c'est est-ce que c'est le ou un? Il y a un modèle alternatif au modèle standard qui s'appelle la supersymétrie. C'est sympa parce que ça fait Suzy en diminutif, et donc ça fait, voilà, elle a un joli nom. La supersymétrie, c'est une symétrie supplémentaire qui, peu importe, ça double le nombre de particules, ça multiplie par 5 le nombre de Higgs. Donc il se pourrait que ce boson-là soit le plus léger des bosons neutres de la supersymétrie. Donc quand on dit on ne sait pas si c'est le boson de Higgs standard, c'est ça qu'on veut dire. C'est un boson de Higgs. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas besoin de l'intégrer dans un modèle plus grand? Alors on les cherche, les particules supersymétriques, au LHC en particulier. Et pour l'instant, on a mis des limites en masse qui sont super élevées. Hein. On est à 800 fois la masse du Higgs, en gros. On n'a rien vu jusque-là. Donc s'il y a de la supersymétrie, elle est vraiment à très très haute énergie. Bon, et alors après, il y a des tonnes de trucs qu'on ne comprend pas. Hein. L'énergie noire, la matière noire. Alors ça, on pourrait dire, OK, on va laisser ça aux cosmologistes. En l'occurrence, on a des choses à faire, nous, de notre côté. Et puis, ah oui, et il y a aussi autre chose. Nous, on est fait de matière. S'il y a conservation de tout, au moment du Big Bang, il y avait autant de matière que d'antimatière. Elle est passée où, l'antimatière? Alors ça, c'est un truc qui turlupine pas mal les physiciens. C'est aussi un domaine où on continue à faire de la recherche et où, pareil, il y a beaucoup de physiciens qui ont des choses à dire, hein, aussi bien nous en physique des particules que les cosmologistes ou les astrophysiciens. Donc non, c'est pas fini. Il y a encore des choses. Alors, c'est le champ de Higgs qui est responsable de la masse des particules. Et le boson de Higgs, c'est une manifestation du champ de Higgs. Donc oui, si tu veux, tu peux dire que c'est lui le responsable. Mais essentiellement, c'est le champ de Higgs. C'est le fait que les particules soient plongées dans un champ. Hein, c'est exactement comme le champ électromagnétique. Hein, sauf que c'est un champ, là je le dis, c'est un champ scalaire et pas un champ vectoriel. Mais sinon, c'est un champ au sens champ électromagnétique. Et c'est le fait que les particules soient plongées dans ce champ qui fait qu'elles ont une masse. Le boson, c'est une manifestation de ce champ. Comme le photon, c'est une manifestation du champ électromagnétique. Et du coup, pourquoi lui, il a une masse alors Il interagit avec lui-même. Il interagit lui-même avec le champ. Alors, je reprends mon image de la transition de phase avec la vapeur et l'eau. Oui. D'accord, au moment où le mécanisme de Higgs se met en place. Ça se condense, ça se condense. Imagine maintenant, le champ de Higgs, c'est de la mélasse. C'est vachement épais. Les particules qui se déplacent là-dedans, forcément, elles sont freinées. Parce que donc on peut imaginer. Alors oui, important, hein, la masse qui est donnée aux particules par le champ de Higgs, c'est la masse inertielle, c'est pas la masse gravitationnelle. Si jamais il y en a qui continuent en physique fondamentale, avec le principe d'équivalence, vous allez voir que c'est la même. Mais là, en l'occurrence, c'est bien de l'inertie, hein, c'est bien de la masse de freinage. Et le boson de Higgs, c'est comme si c'était une boule de mélasse. C'est vraiment une manifestation du champ lui-même. En fait, non, c'est une question de degré de liberté, d'accord. J'avais prévenu, hein, c'était pas simple. Les bosons, avant le mécanisme de Higgs, n'ont pas de masse, ils n'ont que 2 degrés de liberté, ils n'ont pas de degré de liberté longitudinale. Dans le champ de Higgs, il y a ce qu'on appelle des bosons de Goldstone. Si vous voulez faire une recherche sur Internet, c'est le premier truc qui tombe avec Goldstone, c'est ces bosons-là. Ils sont absorbés au moment il y en a 4, des bosons de Goldstone. Il y a 4 degrés de liberté, c'est un champ complexe, vous l'avez cherché. Les bosons absorbent chacun, le Z et les deux W, W plus W moins, absorbent chacun un boson de Goldstone qui leur donne chacun le degré de liberté supplémentaire qui correspond à leur masse.
Le photon n'en absorbe pas, il reste non massif, et le boson qui reste, le degré supplémentaire qui reste tout seul, c'est le boson de Higgs. Ouais, mais là, en l'occurrence, c'est pure maths. C'est vraiment des pures maths. Le mécanisme de Higgs, en fait, on n'introduit pas un boson. Quand je dis on introduit un boson, c'est pas vrai. On introduit 4 bosons qui sont les 4 composantes d'un champ complexe, d'accord, vectoriel. Donc, c'est un bispinner. Non, mais là, vous me poussez vraiment trop loin. Donc, il y a 4 composantes complexes de champs. Il y en a 3 qui vont être absorbés par les 3 bosons non massifs avant le mécanisme de Higgs, Z, W+, W-, et un qui ne va pas être absorbé, qui sera le boson de Higgs. Et le 4e boson qui était là avant, sans masse, le photon, reste sans masse. Je vous jure. C'est en fait, j'ai fait prépa, j'ai intégré Centrale. Après, bon, j'ai fait 5,5, faites pas comme moi, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai fait prépa, Centrale. Heureusement, j'ai intégré Centrale Paris. Pourquoi je dis heureusement? C'est parce que toutes les grandes écoles ne permettaient pas, en tout cas à l'époque, de faire des passerelles sur la recherche fondamentale. Ensuite, j'ai fait un DEA qui m'a rallongé encore mes études, mais pour pouvoir faire une thèse, j'étais obligée. Donc, j'ai fait un DEA à Orsay, en physique fondamentale, en physique des particules. Ensuite, j'ai fait une thèse, là où j'ai été embauchée, donc au service de physique des particules à Saclay, au CEA. Et puis voilà, j'ai été embauchée derrière ma thèse. En fait, la question, c'est quand est-ce qu'a été le déclic? Parce que c'est pas forcément en maths sup, maths spé que vient le déclic sur les particules, si. Alors sur la recherche, je suis née comme ça. Hein. Pourquoi, comment, machin, ça je me suis même pas posé la question. Je voulais faire de la recherche. Et après, je crois que la recherche fondamentale, c'est venu au cours de discussions, de rencontres que j'ai faites, pour que ce soit de plus en plus fondamental. Non, mais puis moins on comprend, plus c'est rigolo. Donc ouais. Non, c'est pas venu tout de suite. La recherche, c'est sûr. Faut avoir. Tout le monde dit oh là là, oui, mais il faut être super bon en maths, super bon en physique. C'est vrai, il faut avoir un bon bagage en maths et en physique, mais il y a des qualités premières qui sont inhérentes aux gens. Hein. Il faut être curieux, point barre. Et aimer jouer aussi. C'est vraiment très ludique comme métier. C'est j'essaye ici, je fais ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut être curieux et aimer jouer. Alors évidemment, après, il faut un petit bagage en maths et en physique, oui, mais. Alors, c'est une super bonne question qui va me permettre d'en rajouter une petite couche sur la recherche fondamentale. La recherche fondamentale n'est pas finalisée. Sa seule finalité, c'est d'accroître les connaissances. Alors après, il y a toujours les phrases, on dit toujours les mêmes. Hein, c'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a inventé la lampe à incandescence. Oui, c'est une façon de voir les choses qui est vraie en plus. C'est-à-dire, nous, notre but, c'est d'essayer de comprendre comment marchent les choses. Après, il y a de la physique appliquée. Alors le problème, c'est qu'il y a des choses qui s'appliquent tout de suite, et il y a des choses qui mettent 70 ans à s'appliquer. Mais il y a toujours eu jusqu'à maintenant des applications aux découvertes fondamentales qu'on a faites. Mais ce n'est pas mon boulot. Je vais donner un exemple. Einstein, il a eu le prix Nobel pour l'interaction lumière-matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se passe-t-il si un photon rencontre de la matière? Ok, très bien. Et Einstein, ça lui suffisait de comprendre comment marchait l'interaction lumière-matière. Et si on lui demandait à quoi ça sert, il disait à rien, mais moi j'ai compris comment ça marche. Bon, maintenant tout le monde se sert du laser, tout le monde se sert du lecteur laser, l'interaction lumière-matière, elle est partout. Donc il y a eu des applications, il y en a qui ont pris 70 ans à être mises en place, il y en a qui ont été très vite. Notre problème à nous, en recherche fondamentale, c'est que l'histoire, les siècles d'histoire derrière prouvent que ça a toujours trouvé une application. Mais un, c'est pas notre boulot, et deux, on est juste incapable de donner un délai. Alors, ouais, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons de sécurité. Alors, bizarrement, pas les fausses idées qu'on a sur la radioactivité. C'est essentiellement parce que, je l'ai dit, il y a 120 tonnes d'hélium superfluide. Si jamais il y a un pépin, si ça se vaporise, cauchemar. Alors, déjà, cauchemar parce qu'on voudrait bien le récupérer, cet hélium superfluide. Et 120 tonnes, c'est la production mondiale d'une année. Donc, on ne peut pas non plus le faire fuir n'importe quand en un. Et puis, pour des raisons de sécurité, on ne veut pas non plus vaporiser tout et n'importe quoi, n'importe où. Et puis pour protéger aussi nos instruments de tous les rayonnements cosmiques, toutes les expériences de physique des particules, c'est plus pour protéger l'expérience que pour protéger les gens de l'expérience. Alors oui, il y a des radiations, mais c'est pas des radiations, c'est pas de l'activation à longue durée. Ça veut dire qu'on peut descendre dans la caverne dès qu'on arrête les faisceaux. Donc les activations, en fait, il n'y en a pas. En tout cas, peu à longue durée. Mais non, pas d'ailleurs. Du coup, nous, on descend dès qu'on arrête le faisceau. Quoi. Et c'est à 100 mètres essentiellement pour protéger l'expérience et pas les gens. Alors, il y a deux éléments dans ta question. Toutes mes particules sont des objets quantiques. Et
que je sache, on est encore en train de se prendre le chou pour le passage entre le quantique et le classique. Il n'y a pas de passage à la limite. C'est deux mondes qui, pour l'instant, sont pour moi en tout cas disjoints. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas expliquer le macroscopique avec le microscopique. Et il y a une barrière infranchissable. Maintenant, la matière noire, c'est encore autre chose. Hein. On cherche des candidats. J'ai parlé un peu de supersymétrie tout à l'heure. Il y a une particule supersymétrique avec un joli nom qui s'appelle le neutralino, qui serait un très bon candidat pour la matière noire et qu'on cherche à détecter dans nos détecteurs. Alors, mais pour moi, c'est pas macroscopique. C'est pas parce qu'il y en a partout dans l'univers. Non, mais je voulais gros, dire hein. gros, quoi, mais je savais pas. Voilà. Par contre, le passage du microscopique au macroscopique, on ne sait pas faire. On y arrive, hein, parce que la chimie est de plus en plus quantique et nous, on regarde de plus en plus de choses compliquées. Donc, on va peut-être finir par faire le pont, mais là, les États membres financent. Ils apportent une contribution et c'est l'État lui-même. Là, c'est un contrat signé entre la France, donc pas les labos, hein, la France et le CERN, et puis l'Angleterre et le CERN, etc. Donc ça, c'est les 20 États membres. Et après, il y a des États qui contribuent. Alors, on peut contribuer de plein de façons différentes, ne serait-ce qu'avec des physiciens, donc en hommes, ou alors en matériel, ou alors, etc. Mais les 20 États membres, c'est eux qui financent le CERN. Ouais. Après, la R&D, elle est partagée aussi. Par exemple, nous, on a construit au labo pas mal de détecteurs de bouts de détecteurs dans Atlas. Donc après, la participation, elle se répartit comme ça. Vous imaginez bien que des connaissances, on en a accumulé, du coup. Donc maintenant, on est chacun de plus en plus pointu. Par exemple, je suis un foutu de répondre sur les cordes. Et c'est normal, il y a des théoriciens des cordes, il y en a d'autres de l'interaction électrofaible. Moi, c'est plutôt mon truc. Donc, les connaissances sont tellement pointues maintenant qu'on est plutôt spécialisé dans un domaine. Donc, c'est vachement plus dur d'être un Léonard de Vinci, quoi, en gros. Ceci dit, il y a des gens qui prennent le temps de faire de la veille scientifique, de se nourrir de papier et tout. Moi, j'essaye, mais moi, je préfère enseigner. Donc, bon, voilà. Ceci dit, je pense que je ne pourrais pas enseigner comme il faut si je continuais pas à faire de la recherche. Hein. Il faut quand même que je sois à la pointe. Donc, c'est une espèce de balance. Et alors, est-ce qu'il peut émerger un génie comme ça à nouveau? Ouais, j'espère. Non, mais si, il y en a. Mais pas moi. Attendez, moi, si je partage mon prix Nobel, ça va être avec 6 000 Gugus. Il y a CMS aussi.